Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours de qualité logicielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tests. Donc les tests, qu'est-ce que c'est des tests? Pourquoi est-ce qu'on en fait? Et quels sont leurs avantages, leurs défauts? Donc avant de parler vraiment des tests, on va plutôt regarder avec une parenthèse un peu plus théorique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'un logiciel marche? Donc là, il y a deux choses importantes dans cette phrase-là, c'est qu'est-ce que c'est prouver et qu'est-ce que ça veut dire marche? Alors marcher, c'est assez simple à s'en rendre compte, mais en pratique, on va souvent, projet par projet, définir ce qu'on entend par là, parce qu'on par des spécifications qui nous disent qu'on a envie que notre programme il ait tel comportement dans tel scénario, ou ce genre de choses. Et par prouver, bah, ça va dépendre en fait de la méthode qu'on souhaite utiliser pour avoir des garanties sur notre logiciel. Alors, un premier résultat théorique assez fondamental, donc il nous vient de la calculabilité. Donc c'est une branche de l'informatique théorique assez fondamentale. Et donc le théorème de Rice nous dit que, en gros, on ne peut pas créer de programme générique, donc un programme qu'on va appeler analyseur, qui va prendre en entrée un autre programme et va pouvoir nous calculer des propriétés sur ce programme-là. Donc il y a quelques nuances. On peut calculer certaines propriétés sur ces programmes, mais en fait, pas de propriétés intéressantes, donc des propriétés qu'ils appellent sémantiques. Par exemple, si on se demande si le programme ne pourra jamais renvoyer telle ou telle chose, ou si est-ce que le programme ne va pas partir en boucle infinie, tout ce genre de choses-là, c'est impossible à résoudre de manière générale. Donc ce théorème est assez gênant, mais en pratique, ça n'empêche pas les théoriciens de faire quand même des choses. C'est pas parce qu'on peut résoudre le problème dans l'absolu qu'on peut pas le résoudre sur des cas concrets. Et donc une manière plus pratique, mais ça reste quand même très théorique, de résoudre ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle les méthodes formelles. Et le principe va être vraiment de prouver des propriétés sur votre code. Vous allez pouvoir, avec un assistant de preuve comme Coq par exemple, vous allez pouvoir définir certaines contraintes sur vos fonctions. Par exemple, vos entrées, vous pouvez dire que si vous prenez un entier, vous êtes sûr que votre entier est tout le temps entre 0 et 30. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une disjonction de cas, donc vérifier que dans tous les cas de votre code, la propriété que vous cherchez à prouver est bien respectée. Donc ces choses-là, ça a été utilisé pour des systèmes assez critiques, donc même très critiques, donc des systèmes sur lesquels typiquement la vie de personne est en jeu, donc pour contrôler le métro automatique de Paris par exemple, ou pour faire certains processeurs aussi. Donc dans le cas des processeurs, c'est car on a envie d'optimiser le fonctionnement du processeur, mais qu'on a quand même envie de garantir que ce processeur fait le bon calcul. C'est quelque chose de très important. Si le processeur se met à faire n'importe quoi, ça va être très compliqué pour tout le reste de l'industrie, donc on ne peut pas s'amuser à prendre ce genre de risque-là dans ce milieu-là. Enfin, la dernière piste plus pragmatique, mais quand même qui reste aussi théorique, faut pas le cacher, c'est ce qu'on appelle le modèle checking, et c'est quelque chose qui est assez utilisé dans l'industrie, donc de l'industrie moins critique, mais qui a quand même des besoins assez importants. Donc là, le but, ça va être de créer un modèle du système qu'on souhaite étudier, donc ça peut être un programme par exemple, et on va donc faire ce modèle-là du programme qui va ressembler à un gros graphe, donc c'est un automate fini, et on va s'amuser à regarder si une certaine propriété, qui là est écrite en logique temporelle, donc la logique temporelle c'est une sous-partie de la logique qui permet de vérifier que des propriétés restent vraies après que certaines autres propriétés existent par exemple. Et donc en modèle checking, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer tout un graphe géant de l'état du système, et on va garantir que la propriété qu'on cherche à étudier est toujours vraie. Donc c'est quelque chose qui est aussi très lourd à mettre en pratique, car cet état est souvent, même s'il est fini, donc il n'y a pas un nombre infini d'états dans votre système, il peut être gigantesque. Donc ça reste compliqué à mettre en pratique, mais vous avez quand même un certain niveau de garantie avec ça. Et donc les tests, qu'est-ce que c'est dans tout ça? Donc les tests, c'est quelque chose qui permet pas d'avoir de garantie aussi bonne que ce qu'on vient de voir, mais par contre c'est quelque chose de beaucoup plus simple. N'importe quel développeur peut mettre en place des tests sur ses programmes, alors que les méthodes qu'on vient de voir demandent
une certaine compétence en logique, en mathématiques, etc., qui sont vraiment pas simples à mettre en place. C'est pas du tout les mêmes compétences que les compétences d'un développeur. Donc, euh, donc les tests va être quelque chose qui est très utilisé en pratique. Donc le principe des tests, c'est juste d'exécuter votre code, donc votre code réel, sur un certain scénario qu'on a bien défini. Donc c'est typiquement quelles sont les entrées du programme et qu'est-ce qu'on attend comme sortie du programme. Donc on va exécuter ça et on va vérifier que ce qu'on observe quand on lance le programme, c'est bien ce qu'on attendait. Donc il y a quand même des nuances sur la notion de ce qu'on attendait, et la notion d'observer aussi, mais ça on va pas en parler. Et typiquement donc sur vérifier que c'est bien ce qu'on attendait, on peut regarder juste est-ce que la valeur de retour de la fonction est bien celle qu'on pensait être. On peut regarder si le programme termine bien, donc s'il ne renvoie pas un code d'erreur quand on l'exécute. On peut aussi essayer de regarder si le code termine ou non. On ne peut pas faire ça de manière absolue, c'est impossible au niveau théorique. Mais on peut se dire que bon, ce programme d'habitude, il prend tout le temps, disons 1 seconde à être exécuté. Si lors de mon test, ça prend plus de 3 secondes, je pars du principe qu'il y a eu un problème et que mon code est parti en boucle infinie, ou quelque chose comme ça. Et ça va être un cas d'erreur. On peut aussi tester différents types de code, comme est-ce que j'ai un service web qui a des états? Est-ce que quand je balance une requête, est-ce que l'état du système est bien celui que je pense après ma requête? Donc on peut vérifier tout ce genre de choses dans des tests. Donc la principale limite des tests, c'est comme le dit Dijkstra, donc un informaticien très connu en théorique et en pratique du siècle dernier, notamment connu pour son algo de recherche de graphes. Il nous dit que les tests ne peuvent pas prouver l'absence de bugs. Ils peuvent juste montrer qu'ils existent, les bugs. Donc c'est pas avec des tests qu'on va prouver qu'un programme marche. Par contre, ça a quand même de très bons avantages. Donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés en pratique, même pour les codes critiques. Donc tout d'abord, ça fait office de documentation pour votre code. Donc les scénarios d'utilisation de vos tests, c'est directement des exemples pour vos utilisateurs, qui vous montrent dans quel scénario d'utilisation, pourquoi il fait votre code en fait. Donc grâce à ces scénarios-là, l'utilisateur va être beaucoup plus à l'aise avec votre code. Une autre propriété très intéressante et qui est très utilisée pour les méthodes de programmation depuis quelques dizaines d'années, c'est ce qu'on appelle le test de régression. Donc le principe, c'est de détecter quand votre code casse son comportement. C'est souvent le mot break pour ça, même en français. C'est qu'en gros, vous aviez défini que votre code devait marcher dans tel scénario, vous avez fait une modification sur votre code et c'est plus vrai. Et ça, c'est extrêmement gênant pour vos utilisateurs. Si tout leur code se basait sur cette fonctionnalité-là et que c'est plus possible, c'est souvent pas quelque chose qu'on souhaite faire dans un programme. Et donc, grâce à des tests, si on a déjà écrit des tests avant, on a juste à les relancer et on se rend compte qu'il y a eu une cassure, donc on peut agir en conséquence. Et enfin, ça permet aussi de juste évaluer les performances du programme ou tout un tas d'autres métriques qui nous intéressent, la consommation mémoire ou autre, sur des scénarios bien définis. Donc là, ça pose d'autres problèmes de est-ce que les scénarios sont pertinents par rapport à la manière dont je utilise le programme et tout ce genre de choses. Mais les tests sont aussi une manière de regarder ce genre de choses-là. Donc les tests, quand on regarde un peu dans la littérature, il existe tout un tas de nomenclatures et de classifications pour les tests. Donc je ne vais pas trop vous parler de ça, mais je vais quand même vous parler de 2 types de tests vraiment importants, que vous allez retrouver dans tous les guides pour écrire des tests. En gros, on va vous parler de ces 2 choses-là. Donc la première chose est ce qu'on appelle un test unitaire. Donc c'est plus générique que ce qu'on voit dans certains tutoriels. Donc, un test unitaire, c'est le test d'une partie d'un programme en isolation. Donc cette partie du programme, ça peut être une fonction, comme c'est souvent dit dans les tutoriels, mais ça peut aussi être quelque chose de plus gros. Ça peut être un module complet, donc un module c'est un ensemble de code qui fait à peu près la même chose, voire un composant. Donc un composant c'est une entité logique à part, qui peut être appelée par d'autres composants. Donc typiquement en test unitaire, on va regarder donc notre bout de logiciel, on va lui donner certaines entrées, on va vérifier ses sorties, ses codes d'erreur et tout ça en fonction de ça. Et le principe, c'est que si vous avez bien découpé vos différents bouts de logiciel,
vous pouvez tester de manière très poussée en isolation chacun des composants, et vous aurez beaucoup moins de problèmes lorsque vous allez intégrer ces composants ensemble. Même si c'est aussi important de tester l'intégration des composants ensemble, comme on va le voir juste après. Donc, dans un second temps, donc, ce que j'ai parlé juste avant des tests de régression, et c'est quelque chose qui est au cœur de la plupart des méthodologies de suivi de qualité depuis longtemps. Donc le principe, c'est juste d'avoir un ensemble de tests et de pouvoir les réexécuter lorsqu'on fait une modification du code. Donc comme je disais, ça permet d'éviter de se rendre compte quand on casse l'API pour un utilisateur, ou quand ce scénario ne marche plus. Après, on n'est pas obligé de relancer tous les tests dès qu'on fait une petite modification. Typiquement, si c'est sur des modules bien isolés, on n'est pas obligé de tout relancer à chaque fois. Ça dépend de la qualité de nos tests aussi. Donc en dehors de ça, donc, il existe d'autres classifications des tests que vous pouvez voir ci ou là. Et ça va dépendre de sous quel angle on va approcher les tests. Donc le premier angle, c'est est-ce que je teste tout le système ou juste une sous-partie ou différentes sous-parties ensemble. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu. Le test unitaire, c'est juste une sous-partie du programme. Un test d'intégration, c'est quand on va en prendre plusieurs ensemble et qu'on va les intégrer ensemble pour voir si la communication entre les différents bouts se passe bien. Il existe ce qu'on appelle des tests de système, il y a aussi d'autres noms qui veulent dire la même chose, où on va tester le système entier d'un coup. Donc ça peut être tout un programme ou toute une base de données, on va lancer des requêtes dessus, regarder ce qui se passe. On ne va pas du tout regarder ce qui se passe à l'intérieur, on veut juste être sûr que le comportement, vu de l'extérieur, est bon. Donc une autre manière de regarder, de classifier ces tests-là, c'est selon si on connaît ou non le code qu'on teste. Donc c'est la même chose que quand on fait un audit de sécurité, les termes sont les mêmes, on dit en black box, en white box. C'est la même chose ici. Et la boîte grise, c'est quand on connaît un peu mais pas tout. C'est comme en sécu. Après, il y a des trucs un peu plus définis de manière un peu moins claire. Donc des tests qu'on appelle fonctionnels ou non fonctionnels. Donc fonctionnel, ça va vraiment être sur la partie utile du code, entre guillemets. Est-ce que la valeur de retour est bien la bonne? Est-ce que telle propriété du code lui-même est garantie? Qui dépend vraiment du code, qui ne dépend pas vraiment de l'environnement d'exécution du code. Alors que non fonctionnel, on va prendre en compte cet environnement-là. Typiquement, est-ce que donc tous les tests de performance, de scalabilité, est-ce que votre système tient la charge quand il y a des pics de charge? Est-ce qu'il n'y a pas de faille de sécurité? Tout ce genre de tests-là, c'est des trucs qu'on appelle non fonctionnels, qui sont aussi plus durs à mettre en place en général. Et après, il y a différentes manières d'aborder les tests. Typiquement, comment est-ce qu'on décide qu'un test passe ou non? C'est quelque chose qui est assez compliqué Enfin, compliqué. Il y a plusieurs manières de le faire. Et selon votre besoin, vous n'allez pas forcément utiliser la même. Par exemple, vous faites un algo pour résoudre un problème, et il existe tout un tas de solutions possibles à votre problème. Il va falloir définir ce que vous attendez comme solution valide. Est-ce que c'est n'importe quelle solution du problème? Est-ce que c'est la meilleure solution du problème? Est-ce que c'est une solution qui est au pire 2 fois pire que l'optimale? Voilà, il y a ce genre de questions à se poser dans ce genre de cas. Et c'est la même chose quand, par exemple, on fait une fonction de conversion d'un format à un autre. Il existe tout un tas de cas où il existe plusieurs manières de représenter la même chose dans un autre langage. Et quelle va être la bonne manière attendue de vérifier que notre fonction marche? C'est des choses à faire assez sensibles à évaluer. Donc on a vu un peu donc, les types de tests qu'on pouvait faire, et après on peut se demander qu'est-ce qu'on doit tester dans un programme. Et là encore, malheureusement, ça va être compliqué de répondre à ça de manière un peu absolue. Parce que ça va dépendre énormément de votre logiciel lui-même. Donc à quel point il est critique. Donc si vous êtes en train de faire un système de contrôle de pilotage d'avion, c'est quelque chose de très critique. Si votre programme plante, vous allez tuer des gens. Par contre, si vous faites votre page perso, votre site web personnel, c'est pas très grave s'il y a un petit bug par-ci par-là. C'est un peu gênant pour vous, si le but c'est de faire de la pub en tant qu'informaticien, mais bon, ça va pas. La vie de personne n'en dépend pas, quoi. Donc un autre facteur très important, c'est la manière dont travaillent les développeurs eux-mêmes, donc leur méthodologie. Il y a certaines méthodologies qui vous forcent à faire des tests partout, tout le temps. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus souples.
Les premières ne sont pas forcément meilleures, mais ça va dépendre donc des choix utilisés à ce niveau-là. Et ensuite, ça va dépendre vraiment des développeurs eux-mêmes. Donc ça va dépendre de l'expérience, de l'intuition et de la rigueur de chaque développeur. Il y a quand même des bonnes pratiques là-dessus à avoir, notamment dès qu'on a un code qui nous semble pas simple, ou alors encore mieux, qui ne semble pas simple pour nos collègues. C'est quelque chose qu'on a souvent envie de tester parce que la chance que ça va foire, ou la chance que ça foire plus tard parce que quelqu'un va modifier votre code, est assez forte. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez bien découpé votre code en composants, bien tester chacun des composants, c'est assez important parce que après vous pouvez en fait être tranquille sur le fait que votre composant marche et vous en servir de manière assez simple dans tout le reste du code. Ensuite, il y a pas mal de cas particuliers, donc typiquement si vous avez une machine à état, donc un système à état, c'est... imaginons que vous ayez un service permanent et que ce truc-là a des états. Le mieux c'est d'éviter d'avoir des états sur ce système, ça a de meilleures propriétés, mais si vous ne pouvez pas éviter ça, c'est important de tester que quand vous interagissez avec votre système, l'état est bien celui auquel vous pensez après avoir fait telle ou telle action. Il y a enfin un truc à ne pas négliger qui est pas tout le temps mis en avant dans les tutoriels sur les tests, c'est de toute l'interface externe du logiciel. C'est important de tester les différentes fonctions de manière unitaire, mais vérifier que l'interface de ligne de commande ou l'interface de programmation de votre bibliothèque marche, c'est quelque chose d'essentiel. C'est avec ça que le monde extérieur va interagir avec votre programme, donc il faut être sûr que ça marche. C'est primordial, je pense. Et après, donc, dès que vous avez un utilisateur qui est directement un humain, donc pas un autre programme, mais un humain, alors c'est beaucoup plus compliqué à tester, mais ça peut se tester aussi avec de l'ergonomie. Donc là, les protocoles de test sont beaucoup plus lourds parce qu'il faut gérer toute la partie humaine. Donc là, il faut aller regarder des choses de comment est-ce qu'on fait des expériences, par exemple en psychologie ou des choses comme ça, ou en ergonomie tout simplement pour établir des tests là-dessus. Donc c'est des tests très coûteux parce que ça prend du temps humain à faire, mais selon ce que vous faites, c'est très utile. Donc, encore une fois, ça dépend du logiciel que vous êtes en train de faire. Et donc pour finir, j'aimerais parler d'un peu de comment tester nos tests en fait. Parce que les tests sont eux-mêmes du code, et donc ça aurait complètement du sens de se demander si notre code de test n'est pas buggé. Ce qui en pratique arrive assez souvent en fait, mais... Et donc on peut faire ça, on peut tester que du code n'est pas testé, mais on voit bien que c'est un problème de serpent qui se mord la queue. Il va falloir tester que le code qui teste nos tests n'est pas buggé ensuite, et bon, on n'a pas fini avec ça. Donc en pratique, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va juste vérifier que nos tests appellent bien différentes parties du code. Donc pas forcément toutes les parties du code, encore une fois ça dépend du logiciel qu'on est en train de tester, mais toutes les parties importantes du code, donc toute l'algorithmique du code un peu compliqué, ou les interactions entre nos différents composants un peu complexes. On a souvent envie de vérifier que ça marche bien dans tous les cas, et enfin dans tous les cas, dans tous les scénarios habituels de notre programme. Et donc une métrique assez courante pour vérifier que le code fait bien, le code de test fait bien ce qu'on pense, c'est ce qu'on appelle le coverage, ou couverture, et qui va en fait nous dire sur chacune des instructions du programme, est-ce qu'il a été appelé ou non, et aussi combien de fois est-ce que ça a été appelé, enfin ça dépend des technos de test, ça, mais... Et donc le gros avantage, ça va permettre de voir des bouts de code qui ne sont pas du tout couverts par nos tests. Donc ça nous dit que ce code-là, ça ne veut pas dire que ce code-là, il est forcément mauvais, mais ça veut dire que ce code-là, il est assez risqué, dans le sens où, si on le change plus tard ou qu'on casse des choses à cet endroit-là, notre suite de test ne permet pas de le voir. Donc c'est quelque chose qui est assez utile pour savoir comment améliorer ma qualité logicielle. Il y a des chances que j'ai souvent... si mon taux de couverture d'instruction est très faible, il y a des chances que j'ai envie de l'augmenter. Et puis une autre propriété sympa, c'est que ça permet de voir quand un code devient mort. Donc si vous aviez du code avant qui était appelé, et que d'un coup vous ne l'appelez plus, vous allez avoir une chute d'un coup du coverage, et ça permet de détecter donc un code qui devient mort. Donc là, il faut peut-être juste supprimer le code s'il n'est plus appelé, sinon ça fait... c'est une mauvaise pratique de garder du code qui n'est jamais appelé, parce que ça
ça rajoute du bruit au milieu du code utile. Ça permet alors de se rendre compte qu'on a introduit un nouveau code qui lui-même n'est pas testé, ce qui est aussi une assez mauvaise pratique, car c'est souvent beaucoup plus facile de faire en sorte de garder un certain niveau de qualité plutôt que de développer le plus vite possible d'un coup, puis de tout rendre de bonne qualité plus tard. C'est quelque chose de beaucoup plus risqué, oui. Donc oui, pour le coverage aussi, donc je parlais de coverage par instruction, donc c'est la manière la plus courante d'en faire. Mais ça peut aussi se faire par fonction, donc on va regarder quelles sont les fonctions qui sont appelées par le code. Ça permet de détecter les fonctions mortes, et on peut aussi le faire par branche. Donc par branche, c'est plus complexe, il y a plusieurs types de branches d'ailleurs, mais... Donc l'idée, c'est qu'on va regarder, donc, au niveau des instructions par exemple, dans quel cas chacune des instructions a été appelée dès qu'on a des branchements, donc un if-else notamment. Ce qui permet de vérifier que notre code a bien été appelé dans toutes les branches possibles. Donc ça permet pas de gérer tous les cas, hein, mais ça permet déjà d'avoir une idée plus claire de dans quel cas notre fonction a été appelée. Des fois, on a un code après un if et un else, et on se rend compte que ça a été appelé que dans le if. Donc aussi bien dans le cas else, le code qui après ne va pas marcher. Par contre, voilà, c'est pas des métriques très qu'on peut exploiter directement pour détecter des bugs. C'est juste un outil qui peut aider à en trouver. Ok, donc c'est la fin de ce cours autour des tests. Donc là, je ne vous ai pas du tout parlé des tests en pratique, donc ce qu'on va faire là, c'est... On va plutôt voir ça de manière plus pratique dans le TP. On va mettre en pratique donc, les tests en servant de PyTest, mais on va aussi faire d'autres choses au niveau de la qualité logicielle. Donc on va s'intéresser à comment bien, entre guillemets, faire du Python. Donc quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons usages recommandés en Python, comment faire en sorte que notre code soit facilement partageable d'autres utilisateurs. Typiquement, comment faire pour qu'il marche avec les outils standards de Python, donc notamment pip pour installer des programmes. C'est en fait très simple de faire en sorte que votre programme soit aussi compatible avec pip. Et on va s'intéresser, donc on va vraiment prendre en main, on va avoir un premier contact avec PyTest et VirtualEnv. Donc PyTest, c'est un logiciel pour écrire et pour lancer des tests. Donc c'est un truc très standard en Python, et puis même ça devient standard en dehors de Python, car son interface est très bonne, il a beaucoup de types de rapports différents, et ça arrive de plus en plus qu'on se serve pour d'écrire un test en Python pour un programme qui n'est pas en Python. Donc ça va pas être pour des tests unitaires, mais pour des tests sur tout un programme par exemple. Lancer un programme et vérifier que ses sorties sont les bonnes, Python est assez agréable à utiliser en langage pour faire ça. Et VirtualEnv, de son côté, c'est un outil de gestion d'environnement virtuel. Donc le principe est d'avoir un environnement isolé qui a que ce qu'on veut comme dépendance, ce qui permet de vérifier que notre programme marche dans différents environnements. Donc là, on va pas trop détailler ces choses-là dans le TP, mais on va prendre en main, lancer des premières choses avec pour voir l'utilité de ces programmes-là. Donc ce TP est comme le suivant, comme les prochains TP, ce sera un TP où vous serez pas très cadré. Vous aurez des instructions de haut niveau, et il va falloir un peu se débrouiller pour trouver comment le faire. Donc il ne faudra pas non plus se débrouiller complètement seul, je vous donne des ressources pour faire ça. Et vous avez droit de me poser des questions sur des choses qui ne sont pas claires, et de demander de l'aide. Donc le TP sera quand même évalué, mais il est à faire seul. Donc je vérifierai que vous ne rendez pas tous la même chose, évidemment. Et je ne sais pas quand le TP sera à rendre. Donc en tout cas, ce ne sera pas à la fin de la séance, c'est sûr. Et je ne sais pas trop la durée du TP, donc ce sera sûrement sur une séance ou deux. Si c'est sur 2 séances, je pense que je rajouterai des choses à faire en plus à la fin du TP. Donc le TP sera à rendre sur GitLab, donc pas directement, mais juste comme lundi dernier, vous pouvez m'ajouter à votre projet en tant que développeur, et j'aurai accès à votre dépôt. Donc je pourrai regarder dans quel ordre vous avez fait les choses, et lire ce que vous m'avez écrit. Donc il y a plusieurs questions qui sont posées, et je vous demande de m'écrire ça dans le readme du projet, en plus d'implémenter ce qui est demandé ici.